Le ciel de Paris était une toile de velours sombre, piquée des lumières scintillantes de la ville. Au sommet d'un immeuble haussmannien, un bar rooftop offrait une vue imprenable sur la tour Eiffel, dont le phare balayait la nuit à intervalles réguliers. L'air frais de la soirée se mêlait au parfum coûteux des invités et au murmure incessant des conversations. C était un univers d'opulence, où le tintement des coupes de champagne rythmait les échanges superficiels et les rires calculés. Chaque sourire était une transaction, chaque poignée de main une négociation silencieuse. Dans ce décor de pouvoir et d'apparence, la richesse visuelle masquait mal un vide émotionnel palpable, une solitude partagée par tous, mais admise par personne. C était le théâtre de la haute société parisienne, une scène magnifique pour des drames froids et silencieux. Au centre d'un cercle d'hommes d'affaires, Antoine Chevalier trônait. À 38 ans, il était l'incarnation du succès. PDG d'une licorne technologique, multimilliardaire et prédateur social. Son costume sur mesure tombait parfaitement sur ses épaules, le poignet orné d'une montre de luxe qui valait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Sa posture respirait une confiance absolue, une arrogance forgée par une vie sans obstacle. Pourtant, son regard trahissait un ennui profond, celui d'un homme qui avait conquis le monde matériel, mais qui n'y trouvait plus aucune saveur. Il observait les gens autour de lui, non pas comme des êtres humains, mais comme des pièces sur un échiquier qu'il maîtrisait à la perfection, déplaçant les pions pour son propre divertissement, à l'abri derrière une forteresse de billets de banque. La conversation s'envenima légèrement, portée par l'alcool et la rivalité masculine. L'un de ses amis, le sourire narquois, le provoqua d'une phrase qui frappa juste. « Tu peux tout avoir, Antoine, sauf ce que l'argent n'achète pas. » Le défi était lancé, touchant l'unique point sensible de son ego démesuré. Blessé, Antoine balaya la salle d'un regard glacial, cherchant une cible, une démonstration de force pour réduire au silence cette insinuation. Ses yeux se posèrent alors sur une jeune femme, à l'écart du bruit. Chloé, une violoniste de 25 ans, accordait son instrument avec une concentration sereine, son élégance simple et sa chevelure brune contrastant violemment avec le luxe tapageur qui l'entourait. Elle était un îlot d'authenticité dans un océan de faux semblants, une anomalie parfaite pour son jeu. Un sourire carnassier se dessina sur les lèvres d'Antoine. Il leva son verre, attirant l'attention de son cercle. Sa voix, claire et forte, trancha le brouhaha ambiant. « Je parie avec vous. En un mois, je la rends follement amoureuse de moi. » Un silence surpris fut suivi de rires gras et d'encouragement. La mise était fixée, les verres s'entrechoquèrent pour sceller le pacte. De l'autre côté de la salle, Chloé, ignorant tout du sort qui venait d'être jeté, joua quelques notes pures, un son cristallin qui fut noyé par le bruit de sa propre déshumanisation. Elle était devenue, sans le savoir, le trophée d'un jeu cruel. C'est tellement écœurant de réaliser qu'une personne peut devenir le jouet d'une autre. Si vous pensez aussi que ces histoires méritent d'être racontées, votre abonnement nous aide à continuer de leur donner une voix. Dès le lendemain, Antoine mit son plan à exécution. Il aborda Chloé non pas avec l'arrogance du PDG, mais avec une curiosité feinte, se présentant comme un simple amateur de musique classique. Il lui posa des questions sur son violon, un instrument ancien dont le bois portait les cicatrices du temps, et sur la pièce qu'elle jouait, une sonate de Bach empreinte de mélancolie. Chloé, habituée à être invisible pour la clientèle fortunée du bar, fut surprise par cette attention. Elle ne vit pas l'homme d'affaires, mais un regard qui semblait réellement écouter. Elle lui répondit avec une passion sincère, ses yeux verts s'illuminant lorsqu'elle parlait des harmonies et de l'âme du compositeur. Pour la première fois de sa vie, Antoine se sentit désarmé, son scénario de séduction s'effritant face à une authenticité qu'il n'avait jamais rencontrée. Chloé N n'était pas née dans ce monde de luxe. Elle avait grandi dans un petit appartement de banlieue, élevé par une mère seule qui s'était sacrifiée pour lui offrir des leçons de violon. Chaque note qu'elle jouait était un hommage à cette femme, une promesse de ne jamais abandonner son rêve d'intégrer l'orchestre de Paris.
Le bar Rooftop N était qu'une étape, un moyen de financer ses études au conservatoire, tout en supportant le bruit des conversations futiles et le regard parfois condescendant des clients. Son monde était fait de partitions annotées, de longues heures de pratique dans sa chambre modeste et de l'odeur de la colophane. Elle portait en elle une fragilité qui n'était pas de la faiblesse, mais une sensibilité à fleur de peau, une capacité à ressentir la beauté et la douleur du monde avec une intensité rare. Leurs rencontres devinrent une routine. Antoine prétextait des rendez-vous d'affaires à proximité pour venir le écouter chaque soir. Il la regardait jouer, fasciné par la façon dont elle fermait les yeux, se laissant entièrement absorber par la musique, son corps et son violon ne faisant plus qu'un. Après sa prestation, il parlait pendant des heures. Il découvrit une jeune femme à l'esprit vif, dont les opinions sur l'art, la vie et la société étaient dénuées de tout cynisme. Elle, de son côté, percevait derrière la façade assurée d'Antoine une solitude profonde, une fissure dans l'armure qu'il présentait au monde. Elle ne s'intéressait pas à son statut ou à sa montre, mais à la tristesse passagère qu'elle devinait parfois dans son regard lorsqu'il pensait qu'elle ne le regardait pas. Un soir, au lieu de rester au bar, il lui proposa une promenade le long de la Seine. Loin du faste et du bruit, sous les lumières dorées des ponts parisiens, les masques tombèrent un peu plus. Il lui parla de son enfance, non pas des succès, mais des attentes écrasantes de son père et du vide laissé par une mère absente. Il omit bien sûr l'essentiel, le pari abject qui avait initié leur histoire. Chloé, elle, écouta sans jugement, posant sa main sur son bras dans un geste simple et réconfortant. Pour Antoine, ce contact fut une décharge électrique. Il réalisait avec une panique grandissante que le jeu était terminé. Hélène était plus le chasseur, mais un homme qui tombait éperdument amoureux de la seule personne qu'il était en train de trahir. Les semaines passèrent, transformant la stratégie d'Antoine en une véritable affection. Il l'emmena dans des galeries d'art confidentielles, des cinémas de quartier projetant de vieux films en noir et blanc, et des bistrots où personne ne le reconnaissait. Il découvrait un Paris qu'il avait toujours ignoré, un Paris fait de petites joies simples et de connexions humaines authentiques. Chaque rire de Chloé, chaque conversation profonde, chaque moment de silence partagé creusait un peu plus le fossé entre l'homme qu'il prétendait être et celui qu'il devenait à ses côtés. Le Paris, qui au départ était un simple divertissement, était devenu une épée de Damoclès, suspendue au-dessus de sa tête, une source de honte et d'angoisse qui le rongeait de l'intérieur. Il commença à éviter ses amis, ignorant leurs appels et leurs messages moqueurs, lui demandant où en était sa conquête. Leur monde de rivalité et de superficialité lui paraissait soudainement insupportable, voire grotesque. Il représentait tout ce qu'il commençait à mépriser en lui-même. Une fois, l'un d'eux le croisa alors qu'il attendait Chloé à la sortie du conservatoire. « Alors, Antoine, tu joues les mécènes maintenant ? N'oublie pas le champagne pour célébrer ta victoire, lança-t-il avec un clin d'œil complice. Antoine sentit une rage froide monter en lui. Il se contenta de l'ignorer, mais la remarque le frappa comme un rappel brutal de sa duplicité. La présence de ces hommes était une menace constante, un compte à rebours avant l'explosion inévitable. Chloé, de son côté, s'ouvrait à lui avec une confiance grandissante. Elle lui confia ses peurs les plus intimes, la peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir sa mère, de voir son rêve se briser contre les murs de la réalité. Elle lui raconta comment un ancien petit ami avait tenté de la convaincre d'abandonner la musique pour une vie plus stable, la faisant douter de sa propre valeur. Cette blessure passée expliquait sa prudence initiale, mais aussi sa capacité à reconnaître la sincérité quand elle pensait la voir. Elle voyait en Antoine un homme qui, contrairement aux autres, semblait comprendre et soutenir sa passion. Elle tombait amoureuse non pas d'un millionnaire, mais d'une âme sœur qu'elle croyait avoir enfin trouvée. Un soir, dans son appartement, alors qu'elle lui jouait une pièce qu'elle venait de composer, la beauté du moment devint si intense qu'Antoine fut submergé par la culpabilité. La musique parlait d'espoir, de confiance et de vulnérabilité, tout ce qu'il était en train de bafouer.
Il la regarda, le cœur serré, et sut qu'il devait tout lui avouer. C'est dans ces moments qu'on réalise à quel point une seule décision, un seul mensonge, peut empoisonner la plus belle des vérités. Si vous croyez aussi que chacun mérite une chance de se racheter, votre abonnement nous donne la force de continuer à raconter ces histoires complexes. Il ouvrit la bouche pour parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La peur de la voir le regarder avec dégoût, de perdre à jamais cette lumière qu'il avait trouvée, le paralysa. Le silence s'installa après la dernière note. Chloé le regarda, sentant son trouble. « Quelque chose ne va pas, Antoine ?» demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête, forçant un sourire. « Non, c'est juste que c'était magnifique. Tu es incroyablement doué. » Il choisit la lâcheté, repoussant l'inévitable confession à plus tard, se promettant de trouver le bon moment, un moment qui, il le savait au fond de lui, n'existerait jamais. Chaque jour qui passait rendait le mensonge plus lourd et la vérité plus dévastatrice. Il était pris au piège de son propre jeu, un jeu dont il avait perdu le contrôle depuis bien longtemps et où le seul perdant serait lui-même. Pour se convaincre que tout allait bien, pour ancrer leur relation dans une réalité qu'il espérait rendre plus forte que son mensonge, il décida d'officialiser les choses. Il organisa une grande soirée dans son penthouse, invitant le tout Paris des affaires et des arts. Son objectif était double. Présenter Chloé comme la femme de sa vie et par la même occasion montrer à ses amis que ce qui avait commencé comme un pari était devenu réel, espérant ainsi clore le sujet une bonne fois pour toutes. C'était une tentative désespérée de réécrire le début de leur histoire, de laver la fondation toxique de leur amour par une démonstration publique de son engagement. Chloé était à la fois excitée et nerveuse. Ce monde haine n'était pas le sien, mais elle voulait le faire pour Antoine, pour lui montrer qu'elle pouvait trouver sa place à ses côtés. Elle choisit une robe simple mais élégante, qui mettait en valeur sa grâce naturelle sans la déguiser. En se préparant, elle se sentait pleine d'espoir. Elle croyait en leur avenir, en cet homme qui avait su voir au-delà de la violoniste de bar pour toucher son âme. Elle était prête à affronter les regards curieux et les jugements silencieux de cette élite parisienne, forte de l'amour qu'elle pensait sincère et réciproque. La soirée battait son plein. La musique était feutrée, les conversations animées et le champagne coulait à flots. Antoine, Chloé à son bras, se sentait à la fois fier et terrifié. Chaque sourire qu'il échangeait avec ses anciens complices du Paris était une torture. Il voyait dans leurs yeux une lueur amusée, comme s'ils étaient les seuls à connaître le secret de cette mise en scène. Il tentait de les ignorer, se concentrant sur le visage de Chloé, sur son rire, s'accrochant à elle comme à une bouée de sauvetage. Mais la tension était palpable, l'air chargé d'une électricité malsaine. Le piège qu'il avait lui-même tendu était sur le point de se refermer. Ce fut l'un de ses amis, celui qu'il avait initialement provoqué sur le rooftop, qui s'approcha d'eux. Énervé par l'attention qu'Antoine portait à Chloé et ivre de champagne et de jalousie, il portait un sourire venimeux. Il leva son verre, interrompant une conversation. « Alors, Antoine, on présente le trophée ?» dit-il d'une voix forte, s'assurant que tous les membres de leur cercle puissent l'entendre. Chloé fronça les sourcils, confuse, mais Antoine se figea, sentant le sang quitter son visage. L'ami continua, savourant son moment de cruauté. « N'oubliez pas, messieurs, que nous sommes tous témoins de la victoire de notre ami. 1 mois, il avait dit, 1 mois pour la rendre folle amoureuse. Il faut admettre qu'il est doué, n'est-ce pas ?» La phrase tomba comme une guillotine dans le silence soudain de la pièce, un silence si lourd qu'on pouvait l'entendre résonner contre les baies vitrées. Le temps sembla s'arrêter, les rires étouffés, les murmures, tout cessa. Chaque regard dans la pièce, d'abord curieux puis choqué, se tourna vers Chloé. Elle était au centre d'une scène qu'elle ne comprenait pas, une cible involontaire sous les projecteurs d'une humiliation publique. Antoine la regarda, la suppliant silencieusement de ne pas croire, mais il vit la compréhension poindre dans ses yeux verts. Il vit la lueur de bonheur qui y brillait s'éteindre, remplacée par un voile de déception si profond qu'il lui brisa le cœur. Il s'attendait à des larmes, à des cris,
à une gifle qui aurait été méritée. Il s'attendait à un scandale qui aurait fait de lui la victime d'une femme hystérique. Il s'attendait à tout, sauf au calme glacial qui s'empara d'elle. Une dignité qui était déjà une condamnation. Chloé ne détourna pas les yeux. Elle soutint le regard paniqué d'Antoine pendant une seconde, qui parut une éternité. Non pas avec de la haine, mais avec une tristesse tranchante, qui le dévasta plus que n'importe quelle rage. Puis, avec un calme souverain, elle se tourna vers l'assemblée de visages curieux et vers l'ami qui venait de détruire son monde. Sa voix, ni tremblante ni forte, était simplement claire, portant une autorité inattendue. « Félicitations, messieurs. Antoine est vraiment très doué dans tout ce qu'il entreprend. Il a gagné le pari. » Chaque mot était prononcé avec une précision chirurgicale, sans une once de sarcasme, mais avec le poids d'une vérité incontestable. C'était une acceptation, pas une accusation, et c'est ce qui la rendait si insupportable pour lui. Sans un autre regard pour Antoine, sans verser une seule larme, elle se retourna et traversa la pièce. Le silence la suivit comme une traînée de poudre, chaque invité s'écartant sur son passage comme si elle était une reine quittant une cour indigne. La porte se referma derrière elle avec un léger déclic qui résonna dans le penthouse comme un coup de feu. Antoine resta immobile, dévasté, exposé. La noblesse de sa réaction l'avait anéanti. Elle ne l'avait pas humilié par un éclat, mais l'avait anéanti par sa grâce, le laissant seul face à la laideur de ses propres actions. Il est incroyable de voir comment la dignité peut être l'arme la plus puissante face à la trahison. Si vous aussi, vous êtes touché par la force de ces récits, votre soutien nous permet de continuer à les partager. La fête reprit son cours, mais pour Antoine, le son était assourdi, les lumières lointaines. Il n'entendit pas les excuses maladroites, ni ne vit les regards gênés de ses invités. Ses amis, ceux pour qui il avait joué ce jeu stupide, étaient devenus des fantômes, des figures sans importance dans le décor de sa misère. Leur monde de paris cynique et de victoires superficielles était effondré, révélant un vide abyssal. À cet instant, il comprit que sa plus grande peur n'avait jamais été de perdre leur respect ou son statut. Sa plus grande peur, était de perdre la seule personne qui lui avait montré ce que signifiait être vraiment vivant. Et il venait de la perdre, non pas à cause d'un ami ivre, mais à cause de l'homme qu'il avait été un mois plus tôt. Antoine ne la chercha pas. Il ne lui envoya ni fleurs, ni messages, ni cadeaux extravagants qui n'auraient été qu'une insulte de plus à son intelligence. Il comprit que le seul chemin vers une possible rédemption ne passait pas par la reconquête, mais par la reconstruction. Il disparut de la scène sociale parisienne, coupant les ponts avec chaque personne présente ce soir-là, chaque visage qui avait été le témoin de sa cruauté et de sa chute. Il vendit ses parts dans la licorne qu'il avait créée, se débarrassant de ce symbole de pouvoir qui avait nourri le pire de lui-même. Pour la première fois de sa vie, il ne cherchait pas à gagner quelque chose, mais à se défaire de tout ce qui l'avait empêché d'être un homme. Il s'enferma non pas dans le deuil de sa relation, mais dans la contemplation de ses propres ruines. 6 mois plus tard, une nouvelle institution voyait le jour dans un quartier modeste de Paris, la Fondation Chevalier. Ce N n'était pas un projet tape à l'œil destiné à redorer son image, mais une organisation discrète et sincère. Inspiré par la passion de Chloé, Antoine avait investi toute sa fortune pour créer un lieu dédié aux jeunes artistes sans moyens. La fondation offrait des bourses d'études, finançait l'achat d'instruments de musique et mettait à disposition des studios de répétition insonorisés où le talent pouvait se épanouir loin des contraintes financières. Il y travaillait lui-même, non pas comme un PDG distant, mais en s'impliquant dans chaque dossier, en rencontrant les jeunes musiciens, en écoutant leurs espoirs et leurs doutes. Il construisait, brique par brique, un héritage qui avait du sens, un contrepoint à la vacuité de son existence passée. Ce fut à la sortie d'un concert, où Chloé jouait désormais comme premier violon, dans un orchestre de chambre prometteur, qu'il l'aborda. Il n'avait plus son costume sur mesure, ni sa montre ostentatoire. Il était juste un homme, debout sous la pluie fine, attendant patiemment.
Quand elle le vit, elle ne montra ni surprise ni colère. Il s'approcha humblement, sans chercher à envahir son espace. « Je ne suis pas venu te demander de me pardonner, Chloé, car je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je suis venu te dire merci. Tu m'as montré qui j'y étais, et cela m'a donné la force de devenir quelqu'un d'autre. » Il lui tendit une simple brochure de la Fondation. « Si un jour tu as le temps, j'aimerais te montrer ce que tu as inspiré. » Il n'attendit pas de réponse, se retournant pour la laisser libre de sa décision. Une semaine plus tard, elle se présenta à l'adresse indiquée. Elle traversa les couloirs, où résonnaient des gammes de piano et des airs de violoncelle. Elle vit des adolescents aux yeux brillants, absorbés par leur art, et elle vit Antoine, assis avec une jeune flûtiste, l'écoutant avec la même attention sincère qu'il lui avait autrefois portée. Il ne jouait plus un rôle, il était devenu cet homme. Il la vit et lui sourit, un sourire sans artifice, empreint de gratitude et d'espoir. Elle lui rendit son sourire, lentement, un pardon silencieux qui ouvrait la porte non pas au passé, mais à un futur entièrement nouveau, à construire sur des fondations enfin solides. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que la rédemption est possible et qu'une seconde chance peut changer le monde. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à partager ces témoignages d'espoir.